Alors, voilà, donc écoutez, on teste cette version du collège de philosophie en virtuel. Très heureux de vous accueillir de nouveau, de vous revoir après cette période de confinement importante. Donc voilà, on a une séance qu'on a décidé d'organiser de la manière suivante, c'est-à-dire qu'elle soit courte, parce que c'est vrai que les séances visio, c'est toujours un peu trop long, qu'elle soit courte, et donc on se dit 1 heure, grosso modo, tonique, avec l'idée de faire une intervention assez brève sur la question de la gestion de la crise et notamment le précautionnisme, intervention que Eric va prendre en charge pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, organiser une discussion sous forme de questions plutôt par chat, encore une fois, plutôt que par oral, ça sera plus simple à gérer. Et puis, donc ce sera enregistré, vous pourrez avoir le lien par la suite. Attendez, les gens arrivent, continuent d'arriver, donc je vais me taire bientôt. Et l'idée est de faire quelques séances. Donc on teste cet horaire de 9 heures le samedi, peut-être on en fera d'autres le vendredi. Une prochaine séance sera organisée probablement avec Nicolas Boquet de l'Institut Montaigne, qui va faire paraître la semaine prochaine une note extrêmement intéressante sur la gestion de crise, la gestion politique des crises en France, mais aussi en comparaison avec d'autres pays, Taïwan, l'Allemagne, l'Estonie et l'Angleterre. Et c'est vraiment une note extrêmement intéressante, détaillée, et on lui demandera de la présenter rapidement sous cette forme-là. Donc j'en en dis pas plus. Je donne tout de suite la parole pour qu'on reste vraiment dans le timing à Éric Deschavannes, qui a bien voulu essuyer les plâtres de cette nouvelle version. Je dis juste un petit mot concernant Éric, c'est qu'il va ouvrir très prochainement, si ce n'est déjà fait, un site qui s'appelle le Débat Utile, un site, je crois, très très intéressant, puisqu'il va associer à la fois des articles et aussi des discussions, mais des discussions qui sont voilà, pas celles qu'on trouve habituellement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire vraiment avec des échanges d'arguments sur des sujets de société. Donc on vous donnera le site et l'adresse exacte de ce site qui s'appelle le Débat Utile, peut-être en cours de séance. Mais encore une fois, voilà, on recommande chaleureusement ce site que vous trouverez d'ailleurs sur le site du Collège de philosophie comme un site témoin. Voilà. Éric, tu as la parole. Ouais. Alors, s'agissant du site, il devrait ouvrir aujourd'hui si je règle tous les problèmes techniques. Et donc, le lien, on mettra le lien, c'est https ledébatutile.com. Et vous trouverez donc justement deux textes, notamment concernant la question du précautionnisme, un article contre le principe de précaution, et puis une présentation de la controverse autour de Didier Raoult, dans lequel j'essaie de montrer, mais je vais en dire quelques mots, que l'enjeu véritable du débat, c'était justement la question du précautionnisme. Alors, l'idée de départ, c'était de faire un petit peu le point sur les débats qui sont nés à l'occasion de la crise sanitaire, et puis d'avoir une réflexion justement un peu critique sur ces débats. Évidemment, il a été question beaucoup de protection de la santé et de précautions à prendre, d'où évidemment ces termes de précautionnisme et de sanitarisme qui comportent une connotation critique. Et donc je vais simplement me définir la définition comportant justement la critique contenue par ces termes, et puis conduisant justement à une réflexion qui peut être aussi une réflexion critique sur la critique. Critique de quoi? L'objet de la critique sont soit les décisions politiques qui ont été prises, soit le comportement de la société ou d'une partie de la société. Alors, dans les deux cas, évidemment, ça désigne l'idée de système ou l'idée qu'il y aurait une idéologie, en quelque sorte, derrière la valorisation de l'idéal de la protection de la santé ou l'idéal de la précaution. Alors, qu'est-ce que le sanitarisme? À partir de là, le premier débat, puisque celui-ci a été posé explicitement, notamment par André Consponville dans le cadre français, qui est celui qui a porté, disons, publiquement la critique du sanitarisme. Mais le débat avait été ouvert déjà, par exemple, en Italie, par Giorgio Agamben, qui est celui qui a été le plus radical
dans la critique du sanitarisme. Dernièrement, PHL a produit une critique du même ordre. Donc, beaucoup d'auteurs d'horizons différents ont mis en cause le sanitarisme. Alors, qu'est-ce que c'est? On pourrait la définir simplement comme la disposition à faire de la santé la valeur suprême, un idéal en quelque sorte auquel il faudrait subordonner toutes les activités humaines et toutes les valeurs humaines. Dans les termes de Comte-Sponville, ça pourrait se définir aussi comme la disposition à faire d'un bien une valeur, puisqu'il nous dit qu'il faut distinguer la santé qui est un bien, donc on a intérêt évidemment à rester en bonne santé, de ce qui est une valeur, c'est-à-dire ce qui peut donner de la valeur ou du sens à la vie, puisque le fait de vivre n'est pas en soi intéressant, n'est pas en soi une valeur ou un sens. Donc, ce que nous disait Comte-Sponville, par exemple, c'est que le sanitarisme conduit au panmédicalisme, c'est-à-dire, ce que disent aussi Agamben en référence à Foucault, au biopouvoir, etc., c'est-à-dire à donner le pouvoir au médecin et à faire du médecin, en quelque sorte, l'autorité suprême, puisque la valeur suprême devient la santé. Comte-Sponville se référait notamment à ce dessin de santé excellent, auquel on voit une personne dans l'église qui s'adresse à Dieu, et en lui disant je vous fais tellement confiance que parfois, la plupart du temps, je vous appelle docteur. Donc, on voit l'idée qu'il y a derrière, dans un monde sans Dieu, il n'y a pas d'autre valeur que la vie elle-même, et donc il n'y a pas d'autre que l'autorité suprême, l'équivalent de Dieu, en quelque sorte, c'est le médecin, hein, c'est celui qui est le dépositaire du bien suprême sur la terre. Alors, le cœur du débat a été l'opposition entre, justement, la santé et la liberté, principalement. Les trois termes qu'on trouve d'Agamben jusqu'à BHL, etc., les trois termes qui vont être mobilisés pour critiquer le sanitarisme, c'est dictature, aliénation, barbarie. Dictature parce qu'on impose un état d'exception, on suspend les libertés les plus fondamentales, la liberté d'aller et venir, sans même parler des libertés économiques, mais la liberté d'aller et venir. Le confinement, c'est pire que le couvre-feu en cas de guerre, puisque le couvre-feu, c'est réservé à certaines heures de la journée, alors que le confinement, c'est toute la journée, c'est tout le temps. C'est un argument qui fait en disant les peuples, oui, les sociétés sont coupables, elles ont consenti à cette restriction, à cette suspension des libertés, donc on a un phénomène de servitude volontaire, et barbarie, parce que on va laisser mourir des gens dans la société. Ce sont des faits d'ailleurs pour le coup avérés. Personnellement, ce sont les seuls faits qui m'ont vraiment choqué. C'est pas la suspension des libertés, mais le fait qu'on puisse laisser mourir des gens dans la solitude, qu'on empêche les funérailles d'avoir lieu, etc. Et donc, au nom de la santé, hein, on piétine ce qu'il y a de plus précieux dans la vie humaine, c'est-à-dire le lien, un lien d'amour, un lien d'amitié, l'accompagnement des gens qu'on a aimés jusqu'au bout, etc. Donc, vous voyez, ces trois termes résument la critique du sanitarisme. Évidemment. Éric, excuse-moi, parce qu'il y a une toute petite coupure de réseau. Est-ce que tu peux revenir sur l'aliénation, sur le deuxième terme, l'aliénation, donc dictature, aliénation et barbarie? Aliénation parce que donc l'idée de dictature, c'est l'idée que le pouvoir nous impose d'autorité la restriction des libertés, la suspension des libertés. Aliénation, c'est plus grave, si je puis dire, puisque ça signifie que celui à qui on ôte la liberté, donc le peuple en l'occurrence, la société, eh bien, consent à cette restriction, à cette abolition de la liberté. Donc, c'est le phénomène de la servitude volontaire, d'où la référence effectivement à l'abolition. C'est assez classique quand on critique justement les régimes autoritaires en tant qu'ils apparaissent comme légitimes, ou ils ont en quelque sorte l'assentiment de la société. Et barbarie, c'est par rapport évidemment aux liens qui auraient été brisés, rompus, méprisés en quelque sorte lorsqu'on est conduit à enfermer les gens, à laisser mourir des gens dans la solitude, etc. Alors les objections, évidemment, les objections qu'on peut faire, c'est l'objection du caractère provisoire de la suspension des libertés. Donc c'est une objection évidemment que personnellement j'assume parce que comme Pierre-Henri, je considère que cette suspension provisoire des libertés pour une raison légitime aux yeux de tous n'est pas un état d'exception, mais en même temps on peut y répondre en disant certes cet état d'exception était exceptionnel, mais
probablement, puisqu'on consent au sanitarisme, eh bien, on va consentir dans la durée à une forme d'hygiénisme qui va nous conduire à restreindre toujours davantage nos libertés au nom de la santé. Donc, l'argument conserve son poids tout de même. La deuxième objection plus forte, à mon sens, c'est effectivement qu'on peut très bien voir dans cet épisode du confinement, non pas un anti-humanisme, mais au contraire le triomphe de l'humanisme. Non pas parce qu'on aurait bloqué l'économie pour la santé, parce qu'il n'y a pas de raison, en effet, de privilégier la santé sur l'économie, puisque la santé dépend aussi de l'économie, mais parce que, à l'occasion ce qui a justifié le confinement, en fait, compte tenu du fait justement que cette épidémie était en réalité peu létale, comme on a dit, cette maladie était peu létale, en réalité, et qu'elle touchait principalement les vieux, les personnes âgées, eh bien, on peut l'interpréter comme étant justement un point qu'on peut mettre à l'honneur de notre société, c'est-à-dire, pour la première fois, on peut dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en quelque sorte, on a consenti à sacrifier les intérêts du plus grand nombre pour sauvegarder, en quelque sorte, les intérêts, en l'occurrence la santé, du petit nombre, un petit nombre des plus anciens, des plus âgés, qui, de surcroît, en effet, sont les plus inutiles dans la société. Et donc, il y a une dimension de gratuité, de désintéressement, d'humanisme qui pourrait caractériser ce phénomène inédit qui consiste à bloquer toute une économie pour sauvegarder en fait la fraction de la population qui est la moins utile à l'économie. Donc, je passe au précautionnisme, parce que je voudrais avoir le temps quand même de développer. Donc, il me reste 10 minutes, c'est ça? Tu m'autorises? Donc, qu'est-ce que le précautionnisme? Alors, le terme, lui, n'a pas été introduit directement dans le débat public pendant cette crise sanitaire, mais il a été, le problème a été posé par la controverse autour de Raoult. Je vais vous dire pourquoi. Alors, la différence entre les deux, entre précautionnisme et sanitarisme, c'est que le sanitarisme concerne la question du conflit des valeurs, alors que le précautionnisme est relatif à la gestion politique de l'incertitude, qui est évidemment propre à une situation de crise, mais dont on pourrait dire aussi qu'elle caractérise le contexte ordinaire, finalement, le lot quotidien de la politique, de la décision politique, agir, décider en situation d'incertitude. Le précautionnisme est à mettre en balance avec la prudence. On pourrait le définir simplement en disant que c'est la disposition à faire de la précaution un principe. C'est une critique du principe. Le précautionnisme, c'est le principe de précaution. Ce qui ne signifie pas, évidemment, qu'on considère que la précaution ne doit pas exister. La précaution est très importante, évidemment. On peut la justifier au nom de l'amour. La maman qui dit à ses enfants, fais attention. Ou, évidemment, dans le cadre politique, au nom de l'État-providence, de la protection. La protection des populations, c'est la mission fondamentale de l'État. Donc, bien entendu, la précaution est justifiée. C'est pas le problème. La question, c'est de savoir à quel moment on bascule de la prudence au précautionnisme, ce qui serait un excès de prudence, en quelque sorte, une caricature de la prudence. Et moi, je dis davantage qu'un excès de prudence, c'est le contraire de la prudence. Alors, comme illustration, pourquoi je dis que le débat a été posé, je voulais évoquer la querelle de la chloroquine, justement, la controverse autour de Raoult. Pourquoi? Parce que dans cette querelle, il y avait un débat apparent, mais qui en fait n'avait aucun intérêt du point de vue du citoyen ordinaire, c'est-à-dire la question scientifique de l'efficacité de ce remède. Est-ce que c'est le bon remède ou pas? Bon, c'était l'argument des scientifiques, ce dont il est question dans les études cliniques, etc., dans les études scientifiques. Mais le vrai débat, enfin celui qui, à mon avis, explique pourquoi il y a une passion autour de cette question, il a été posé par le mouvement des médecins libéraux, laissons les médecins prescrire. C'est-à-dire, ce mouvement protestait, en quelque sorte, contre les restrictions de la liberté de prescrire par les autorités sanitaires au nom du principe de précaution, pour le dire simplement. Donc, il y a deux interprétations possibles de ce mouvement, évidemment de soutien à Didier Raoult, ou bien on l'interprète comme une forme de populisme médical ou sanitaire, qui joue avec la vie des patients.
en laissant miroiter l'espoir d'un traitement miracle qui ne présente aucune garantie scientifique, ou bien on l'interprète comme étant un mouvement de révolte légitime contre le précautionnisme des autorités sanitaires. C'est les deux interprétations possibles. C'est pour ça qu'il y a débat, il y a matière à débat. Et en réalité, derrière une querelle, il y a toujours une indignation. Chercher l'indignation pour comprendre le sens de la querelle. En fait, toute la question est de savoir qu'est-ce qui vous indigne. Et en fait, la différence entre les pros et les anti-Raoult porte là-dessus. Qu'est-ce qui nous indigne le plus? Est-ce que ce qui nous indigne le plus, c'est le fait qu'un médecin s'autorise à prescrire un traitement sans la validation de la communauté scientifique? Ou bien est-ce que ce qui nous indigne le plus, c'est que des autorités sanitaires restreignent la liberté des médecins et des patients au nom du principe de précaution? Donc, selon qu'on soit indigné par l'excès de précaution ou par, en quelque sorte, cette imprudence ou cette absence de précaution qui consisterait à préconiser un traitement incertain plutôt que pas de traitement du tout, eh bien, on est dans un camp ou dans l'autre. Alors, j'en viens justement à ce qui différencie la précaution de la prudence, à mes yeux. Qu'est-ce que c'est que la prudence? La prudence, ça consiste, c'est l'art en fait de délibérer et de décider en situation d'incertitude avec les moyens du bord. Ce qui caractérise la prudence, c'est justement, c'est pour ça que c'est la vertu politique par excellence, c'est la gestion de l'incertitude. Si nous pouvions toujours fonder les décisions sur l'expertise scientifique, nous n'aurions pas besoin de politique, en fait. La prudence est nécessaire en raison des limites de l'expertise. Et c'est précisément pourquoi cette question de l'hydroxychloroquine est emblématique, parce qu'on était en situation d'incertitude scientifique et que donc on ne pouvait pas fonder la décision exclusivement sur l'expertise. Mais vous voyez que ça vaut aussi pour la question du confinement. C'est-à-dire que l'expert, il peut vous dire le confinement est nécessaire pour faire tomber le R0 en dessous de 1 et donc arrêter l'explosion de la circulation du virus. Mais l'expert, il ne peut pas vous dire s'il faut préférer éviter la catastrophe sanitaire ou éviter la catastrophe économique. Il ne peut pas arbitrer entre deux risques. Il y a les experts de l'économie, il y a les experts de la sanitaire, mais c'est le politique, lui, qui doit arbitrer entre les experts et entre les expertises. Et il le fait sans être certain, parce qu'il ne peut pas prévoir l'avenir, de prendre la bonne décision. Donc là, la prudence, ça va être l'art de choisir la meilleure voie possible ou la mauvaise voie possible pour arriver au but que l'on poursuit. Et la précaution, c'est pour ça que je dis que c'est en un sens le contraire de la prudence, c'est l'idée qu'il n'y a qu'une seule voie possible pour atteindre le seul but légitime qui est la survie, l'impératif de la survie. C'est pour ça qu'on va parler de principe de précaution à propos de la santé ou de l'environnement. Ça ne concerne pas simplement le domaine de la santé, ça concerne aussi le domaine de l'environnement. Mais pas seulement aussi, parce que je voudrais justement, pour faire comprendre cette différence, illustrer le thème par la question du pacifisme. Le pacifisme peut se justifier par des raisons morales, idéalistes, tu ne tueras point, ou au nom de l'humanisme cosmopolitique, la réconciliation de l'humanité avec elle-même, mais il peut aussi se justifier par le précautionnisme. On trouve cette justification dans le slogan, rappelez-vous, dans les pacifistes allemands dans les années 80, « Plutôt rouge que mort ». « Plutôt rouge que mort », c'est le slogan du pacifisme précautionniste. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul but légitime, survivre, ne pas mourir, et il n'y a qu'une seule voie possible pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire refuser de faire la guerre. Là, on est dans le précautionnisme. Ce qui n'est pas exactement la même chose, vous voyez, que la prudence ou la précaution, parce que le soldat qui prépare la guerre, lui, il est extrêmement attentif, il est extrêmement précautionneux, il est extrêmement prudent. Le stratège, il doit justement prendre les précautions pour ne pas sacrifier ses troupes, pour éviter tous les dangers, mais il doit aussi savoir prendre des risques et faire preuve d'audace. Le soldat, il fourbit ses armes, il est extrêmement précautionneux, mais il accepte par avance le risque de la mort, etc. Donc, prudence et précaution, prudence et principe de précaution, plus exactement, la précaution est contenue évidemment dans la prudence, mais la précaution érigée en système, érigée en principe, ce n'est pas la même chose que la prudence, et la différence, c'est précisément
que le précautionnisme va prétendre éliminer la dimension du risque et de l'incertitude, là où la prudence fait avec, en quelque sorte, sans prétendre pouvoir éliminer radicalement le risque et l'incertitude. Donc, pour résumer, les deux critiques, les deux correspondent aux deux caractéristiques du précautionnisme, les deux critiques qu'on peut adresser au précautionnisme, c'est d'une part que ce serait une forme de prudence qui se prend, première critique, une forme de prudence qui se prend pour une morale ou pour une sagesse. La prudence, elle peut être la servante de la morale. En fait, la prudence, comme le disait Aristote, c'est l'art de délibérer sur les moyens. Elle porte exclusivement sur la question des moyens, elle ne se soucie pas du but. Elle peut, et comme le disait Kant, elle peut être mise au service d'un but mauvais, hein, comme d'un but, au contraire, légitime. Donc, elle peut être au service du bien comme du mal. Elle ne se soucie pas de définir le but moral ou l'idéal, mais elle peut évidemment, et elle doit être, si on a un idéal moral, elle peut être au service de la morale, bien sûr. Mais elle n'est pas une morale. Elle ne définit pas l'idéal. Elle ne définit pas le but que l'on doit poursuivre. Elle se contente de définir le meilleur moyen d'arriver au but, quel qu'il soit. Alors que vous voyez que dans le précautionnisme, eh bien, en fait, la doctrine de la précaution nous impose le seul but légitime possible, c'est-à-dire la survie, la préservation de l'environnement, la préservation de la santé, etc. Ce en quoi le débat sur le précautionnisme recoupe en effet celui sur le sanitaire. Deuxième critique, à mon avis c'est la critique la plus importante à mes yeux, le précautionnisme, c'est la négation du tragique. Si vous y réfléchissez, prenons la collapsologie, hein, le discours précautionniste par excellence. La méthode préconisée par le précautionnisme, c'est le catastrophisme éclairé. In dubio pro malo, dans le doute, dans l'incertitude, envisage toujours le pire des scénarios. Et la promesse du précautionnisme, c'est de dire, si tu envisages toujours le pire des scénarios, eh bien, tu vas pouvoir éviter le pire. Tu vas prendre les mesures justement nécessaires pour éviter le pire. Tu vas donc réduire en quelque sorte l'incertitude liée à l'imprévisibilité de l'avenir. Et donc, paradoxalement, le catastrophisme éclairé est une promesse d'élimination radicale du risque et de la catastrophe. Et en ce sens-là, le précautionnisme est une négation du tragique, parce qu'en réalité, l'avenir est imprévisible et que nous ne pouvons jamais savoir si nous pouvons réellement éviter la catastrophe. Le politique qui décide du confinement coûte que coûte, il espère pouvoir éviter la catastrophe sanitaire sans avoir la certitude, et la catastrophe économique, mais il ne peut pas avoir la certitude, d'une certaine manière, qu'il évitera la catastrophe économique. Raison pour laquelle il y a malgré tout une marge pour la décision politique, hein, et que c'est une question de prudence. Jusqu'où fallait-il aller dans le sacrifice économique? Jusqu'où fallait-il aller dans la direction de la prise de risque sanitaire pour sauvegarder l'économie? C'est aux politiques d'arbitrer dans l'incertitude, et cette dimension d'incertitude, elle demeure irréductible. C'est, si je puis dire, l'honneur de la politique. Et c'est ce qui fait de la prudence la vertu politique par excellence. Alors que dans le cadre du précautionnisme, on a justement cette prétention d'éliminer le risque, d'éliminer l'incertitude liée justement à l'imprévisibilité de l'avenir. Et la critique que l'on peut faire ultimement, c'est de dire que l'illusion ultime justement du précautionnisme, c'est de prétendre éliminer le risque et de ne pas voir que la précaution maximale peut être aussi un risque. Qu'il y a aussi un risque à vouloir éradiquer radicalement le risque. Voilà. Merci Eric. Alors il y a une petite, on peut applaudir ici comme ça. Réaction. Alors je voudrais, pendant que le public pose des questions éventuellement par écrit, t'en poser 3 rapides.
Première question sur le principe de précaution. Est-ce que tu considères que sa formulation juridique, qui est très subtile en fait, quand on regarde le détail, au-delà du précautionnisme, la formulation juridique du principe de précaution, qui consiste à dire que on peut, en état d'incertitude, avoir une politique d'abstention si il y a des dégâts irréversibles, c'est-à-dire s'il y a des risques susceptibles de causer des dégâts irréversibles, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas réparer. C'est ça le cœur du principe de précaution, c'est l'irréversibilité absolue d'un certain nombre de risques. Est-ce que tu considères que ce principe subtil a une quelconque légitimité sur le plan juridique, enfin sur le plan de sa formulation, ou pas? Ça, c'est la première question. Deuxième question, sur l'affaire Raoult. Tu as bien décrit les choses et je trouve que c'est très, très intéressant, notamment ce débat entre deux logiques qui méritent d'être creusées parce que c'est quelque chose qui apparaît d'une médecine qui est prise entre le soin et la recherche. Et il y a une sorte de querelle, de conflit entre l'impératif du soin, c'est-à-dire l'impératif de soigner, et l'impératif de la vérité. Et Raoult joue cette carte. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui apparaît. La question c'est, malgré tout, est-ce que j'ai été comme toi sidéré par le caractère extrêmement passionnel de cette querelle qui a suscité en un minimum de temps une passion dont je n'arrive pas à comprendre exactement le ressort. Donc si tu peux redire encore pourquoi, à ton avis, cette querelle a été aussi passionnée et aussi passionnelle. Et troisièmement, sur la question du catastrophisme éclairé, en fait, en t'écoutant, je me disais que la position du catastrophisme éclairé, c'est-à-dire l'idée d'arrêter, de prévoir la catastrophe comme certaine pour l'empêcher, est-ce que finalement, ce n'était pas une reprise assez bête du stoïcisme, finalement, qui consistait à dire toujours prépare-toi au pire pour justement ne pas en subir les conséquences. Comme disait Épictète, c'est-à-dire quand tu vois ton enfant venir, qu'est-ce qui t'empêche de dire, alors que tu es en train de l'embrasser, demain il va mourir. Voilà. Tu embrasses ton enfant et tu te dis demain il va mourir. C'est une forme de catastrophisme éclairé, c'est-à-dire l'idée d'intégrer. Alors, bon, moi, je trouve que c'est un truc qui est absolument abominable, mais voilà. Est-ce que ça rejoint finalement cette thèse-là, effectivement, d'une certaine façon, une sorte de culte de la toute-puissance qui viserait à éliminer totalement le tragique, ou plus exactement à éliminer le fait de être en quelque sorte blindé, quasiment déshumanisé à l'égard de tous les sentiments et de toutes les catastrophes qui pourraient nous arriver. Je vais terminer par le dernier point parce que c'est un point sur lequel j'ai le moins de choses à dire. Je n'y ai pas réfléchi, mais sur lequel j'ai juste une approbation à apporter. Enfin, je suis d'accord avec cette idée qu'on retrouve la même dimension de la toute-puissance liée à l'élimination de la dimension du tragique de l'existence. Voilà la différence entre le précautionnisme et le stoïcisme, c'est que le précautionnisme, c'est une doctrine de l'action politique, hein, en fait, et de la transformation du monde, finalement. Alors que le stoïcisme, c'est une sagesse qui vise simplement à se mettre en harmonie, si je puis dire, avec le monde tel qu'il est et qui comprend effectivement la maladie et la mort qu'il faut par avance accepter. Donc c'est une sagesse peut-être intenable, mais la finalité, c'est la tranquillité personnelle, si je puis dire, la tranquillité intérieure et non pas l'évitement de la catastrophe à venir. Parce que tu vois, tout le discours écologique sur le souci des générations futures, c'est en fait un discours politique, c'est en fait un discours de transformation du monde. Il faut transformer radicalement le monde pour pouvoir le conserver. C'est ça l'idée. Transformer radicalement l'économie. Et donc, le catastrophisme éclairé, c'est une méthode d'action politique. Mais effectivement, l'élément commun, c'est la dimension d'élimination du tragique. Je suis d'accord avec toi. Et puis cette perspective de toute puissance, puisqu'en réalité, on sait très bien qu'on ne va pas les. Ça ne tient pas, en fait. Sur le premier point,
Alors, j'ai pas encore, j'ai pas non plus produit d'analyse sur c'est un peu, c'est un petit peu, comment dire, intuitif ce que je vais dire, mais quand je regarde quand je lis, je l'ai lu et relu plusieurs fois le principe de précaution tel qu'il est énoncé dans la loi, j'ai simplement l'impression que c'est un travail, un effort des juristes pour neutraliser le caractère nocif du principe de précaution, pour en réduire la charge toxique. Et du même coup, ça me paraît plus une formulation possible de la prudence, un peu alambiquée et de la règle de prudence, si je puis dire. À mon avis, le cœur de la phrase, c'est le terme proportionné. C'est-à-dire qu'en situation d'incertitude, il faut prendre les mesures proportionnées au risque, effectivement, mais qui va définir si le risque, si les mesures sont proportionnées ou pas, c'est le politique. C'est la prudence, au final, le jugement qui va décider si c'est la bonne mesure à prendre ou pas la bonne mesure. Alors que le principe du principe. Ou pire, le juge. C'est ça le problème. Alors voilà, c'est ça le risque. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas du tout de formulation du principe de précaution dans la loi, plutôt qu'une formulation même alambiquée et un petit peu atténuée, euphémisée, parce qu'il y a toujours malgré tout ce risque, effectivement, de justifier un appel au juge. Pourquoi? Parce que tout problème, c'est le principe, c'est la notion même de principe. Parce que par définition, un principe est réducteur d'incertitude. Par définition, le principe, c'est ce qui est censé te dicter ta conduite. Un principe moral, ça ne se discute pas. Ce n'est pas l'objet d'une délibération. Hein, donc, c'est pas, le principe moral, il dicte sans discussion ce qu'on doit faire. Hein, et donc, ou bien on est dans les clous, ou bien on est en dehors des clous, mais il n'y a pas de nuance. Hein, donc, si la précaution est un principe, le politique n'a pas de liberté d'action. Hein, il doit appliquer le principe. Donc, or, évidemment, tel qu'il est formulé, ce principe ne dicte aucune action concrète. Et, à mon avis, il est complètement pas opérationnel, mais en effet, comme c'est un principe, un justiciable peut toujours s'en revendiquer pour dire, voilà, les précautions n'ont pas été prises, donc le politique est coupable. Donc, je dirais que cette formulation juridique du principe de précaution, elle est euphémisée, inutile et dangereuse parce qu'elle maintient quand même la notion de principe qui, à mon avis, est mauvaise en l'occurrence. Ce qui fait problème dans le principe de précaution. Ce n'est pas la précaution, le problème, c'est le principe. C'est ça qui érige la précaution en système et en morale. Et en droit, donc aussi, par conséquent. Par votre conséquent. La deuxième question, c'était sur la passion de la. Oui, c'est justement l'objet de mon article sur Raoult, tu vois, qui est très long, parce que justement, donc, il y a plusieurs dimensions. Alors, évidemment, la dimension un peu politicienne, on a bien vu que c'est un peu rejoué le conflit des Gilets jaunes, avec un peu les deux mêmes camps qui se sont reconstitués. Mais il y a aussi une passion rationaliste, notamment sur la question de la méthodologie, puisqu'il a été beaucoup reproché en fait, à Didier Raoult de mettre en cause la médecine scientifique et les études cliniques randomisées. Donc c'est un peu technique, c'est une dimension essentielle. Ça explique la passion, si je puis dire, des rationalistes, hein, des zététiciens, des scientifiques qui ont critiqué Raoult, parce qu'ils mettent en question, enfin, ils ont le sentiment qu'il met en question le fondement même, si je puis dire, de la médecine scientifique. Il y a, mais à mon avis, ce n'est pas le cœur du sujet, parce que le cœur du sujet, c'est pourquoi est-ce que tout le monde pouvait se sentir concerné par cette question. Hein, et en fait, dans la situation qu'on a vécue, chacun, en fait, se vivait comme un malade potentiel, un malade en puissance. Hein, et donc, chacun pouvait se poser cette question. D'ailleurs, c'est la question que Raoult a posée à Routel Krief dans un de ses entretiens. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Qu'auriez-vous fait pour votre enfant s'il était malade, ou pour votre père, pour les parents, s'ils étaient malades? Qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous auriez préféré vous en remettre à un médecin qui vous dit j'ai mieux que le Doliprane pour vous soigner et pour prévenir l'aggravation du mal? Ou est-ce que vous auriez accepté le discours de ceux qui vous disent puisqu'on n'a pas de traitement, il faut faire des études et je vous propose de participer à un protocole en vous donnant un placebo, etc. Hein,
la question, elle relève plus de la science, ni de l'épistémologie, elle relève de l'éthique médicale, mais c'est un dilemme. Je pense que, alors là aussi, il y a des gens qui, il y a aussi une passion rationaliste de gens qui vont dire bah, c'est contraire à l'éthique médicale, on peut définir une argumentation qui justifie le fait que justement on ne peut pas jouer avec la vie des patients et que en situation d'incertitude, il faut privilégier l'expérimentation, il faut privilégier les études sur le soin. Mais le discours de Raoult qui dit qu'en situation d'incertitude, il faut privilégier le soin sur les études ou sur l'expérimentation, c'est un discours qui s'entend aussi. D'autant que Raoult avait un argument très fort qui était de dire, comme c'est une épidémie de maladies infectieuses respiratoires, ça va se passer comme dans toutes les épidémies de maladies infectieuses respiratoires, ça va s'arrêter avec l'été. Donc ça va être très rapide. En revanche, les études cliniques randomisées, elles demandent beaucoup de temps parce que c'est très compliqué. En fait, il faut constituer des groupes qui soient à peu près identiques, très variés, plusieurs types humains, etc. Sinon, les conclusions ne sont pas concluantes. Et donc, on a vu avec Discovery, on nous a promis pendant des semaines, attendez les résultats des Discovery. Ils n'arriveront jamais, ces résultats, parce qu'ils sont encore en train de constituer des groupes, il n'y a plus de malades. Donc, il n'y aura pas de résultats d'études. Donc, ce que disait Raoult, c'est qu'il n'y aura pas de résultats d'études cliniques avant la fin de l'épidémie. Donc, soit on ne fait rien, soit on utilise ce qu'on pense être le meilleur traitement possible, ou un des traitements disponibles, hypothétiques certes, mais il disait, je suis sûr, mais les autres médecins disaient, c'est mieux que rien, on n'a que ça. Et donc, on peut comprendre, chacun pouvant s'identifier à la situation du malade, que cette polémique entre médecins, cette querelle entre médecins, ces deux interprétations de l'éthique médicale, eh bien, elles aient finalement concerné tout le monde et suscité chez chacun une forme d'indignation, soit à l'égard de ces médecins qui demandent le droit de pouvoir soigner sans précaution les gens, soit à l'égard des autorités sanitaires qui interdisent le seul traitement disponible au nom de la précaution maximale. Merci. Alors, on va prendre les questions donc, que je vais relire, qui sont sur le chat. Donc, Michel Amanou, sanitarisme, précautionnisme, le but inavoué de la promotion de la santé comme valeur suprême ne dissimulerait-il pas, au fond, une volonté de contrôle social étayée par la mise en place d'outils informatiques de suivi? Donc ça rejoint la critique que tu évoquais au début de la dictature, l'aliénation, enfin les deux éléments. Donc voilà, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, il y a évidemment, on peut construire toute une argumentation un peu étayée sur la critique du biopouvoir par Foucault, sur l'idée qu'effectivement, la santé est un excellent prétexte, si je puis dire, dont l'État peut s'emparer pour exercer effectivement une forme de contrôle dans le domaine sanitaire, c'est le contrôle administratif, bureaucratique, en quelque sorte, des autorités sanitaires de la liberté des médecins, enfin, de la pratique des médecins. Mais évidemment, cette critique-là, elle se heurte à une limite évidente, c'est que, en fait, c'est une critique de l'État. C'est une critique libertarienne, en réalité. C'est une critique de l'État au nom de la liberté totale de l'individu, si je puis dire. Mais évidemment, l'argument il est connu depuis Hobbes, c'est-à-dire que l'État est nécessaire à la liberté. Donc, Hobbes ne parlait pas de la santé, mais enfin, il disait que la première mission de l'État, c'est de conserver la vie des individus. La première liberté, c'est la vie, le fait de vivre. Et donc, l'État est nécessaire, il est dans son rôle, en fait, lorsqu'il restreint la liberté en vue de sauvegarder la liberté. Donc, insister sur ces termes de contrôle, de dictature, etc., c'est d'une certaine manière nier ce qu'on sait tous intimement, à savoir qu'on a besoin de l'État, on ne peut pas se passer de l'État pour nous protéger et nous protéger de nous-mêmes parfois. Quand l'État nous impose de porter la ceinture de sécurité, interdit de fumer dans les lieux publics, etc. Enfin, le débat est très ancien sur l'hygiénisme. Mais il y a des arguments des deux côtés, bien entendu. Mais malgré tout, au fond de nous, on sait que
c'est pas ce type de mesures de contrôle qui abolissent la véritable liberté ou la liberté authentique. Avec l'autre critique qui peut exister, qui peut être la critique au contraire de l'inefficacité de l'État. C'est la critique exactement inverse, c'est-à-dire qu'un État qui n'est pas assez efficace. Je prends la deuxième question de Jean Touret, que je salue. En quoi le confinement menace plus la liberté d'aller et venir que l'interdiction de circuler en ville avec des matières explosives? Ne pensez-vous pas que toute liberté ne peut s'exprimer que s'il y a des limitations qui la permettent? Si, complètement. D'ailleurs, vous verrez sur le site, j'ai un entretien avec Marcel Gauchet qui dit une chose à laquelle je souscris complètement. D'ailleurs, j'avais écrit un petit texte là-dessus sur l'esprit critique. La seule liberté véritablement inaliénable qu'on pourrait défendre de manière inconditionnée, c'est la liberté d'expression, à la condition évidemment d'éliminer dans l'expression ce qui relève de l'insulte, de la menace de mort, etc. Mais ce qui relève de la communication d'une opinion, pour le coup, on ne peut y toucher que de manière extrêmement précautionneuse. Il ne faut y toucher que d'une manière extrêmement précautionneuse. C'est la liberté fondamentale. Donc on conserve dans une démocratie pendant le confinement, le débat ne s'est pas arrêté, la critique ne s'est pas arrêtée, la liberté d'expression et le débat démocratique ne se sont pas arrêtés. Donc ça, c'est la liberté fondamentale. Toutes les autres libertés, je veux dire, il n'y a rien qui puisse nous permettre de fixer une limite qui serait valable en tout temps, en toutes circonstances. Dans les situations de guerre, il y a toujours eu des limitations de la liberté d'aller et venir qui n'a pas lieu en temps ordinaire. Et donc, la situation impose sa loi. Après, si la liberté critique, les libertés démocratiques sont sauves, eh bien, c'est le choix démocratique qui va déterminer la nature des limitations des libertés qu'on s'impose. Voilà. Merci. Question de Frédéric Henry. Comment sort-on de ce principe de précaution qui met en échec finalement le politique? Comment le politique peut-il en sortir et faire admettre dans nos démocraties cette part d'incertitude? Voilà, donc là c'est une question sur qu'est-ce qu'on fait après, avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec le précautionnisme et le sanitarisme? Comment lutter contre, d'une certaine manière? Tu peux reformuler la question? Comment sort-on de ce principe de précaution qui met en échec finalement le politique? Comment le politique peut-il en sortir et faire admettre dans nos démocraties cette part d'incertitude? Oui, ça, c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. Non, je pense que c'est… Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé chez Didier Raoult, c'est qu'il a une réflexion là-dessus, très ancienne. C'est-à-dire que, en fait, c'est d'ailleurs ce qui explique ses propres imprudences, si je puis dire, c'est que il a un propos qui n'est pas que scientifique. Quand on lit ses bouquins, il est depuis pas mal de temps, en fait, d'ailleurs il le répète pratiquement à chaque interview, qu'il a peur de la peur, hein, qu'il est en guerre, en quelque sorte, en lutte contre ce principe de précaution qui consiste à alerter, à alarmer les populations dès que le moindre risque se présente. Et il a une réflexion intéressante parce qu'il dit en quelque sorte, il suggère que cette culture de la précaution, elle est propre aux sociétés occidentales vieillissantes. En disant évidemment, quand on a réussi, on est parvenu à démocratiser l'accès au grand âge, c'est-à-dire on progresse peu, et lui il pense qu'on a peu de marge de progression en termes d'accroissement de la longévité humaine. Et donc en fait, quand on sort un nouveau médicament, en réalité, on a plus à perdre qu'à gagner. C'est-à-dire que le gain d'espérance de vie que nous procurer les nouveaux traitements, il est hypothétique, il est faible, alors que si ça foire et qu'on meurt plus tôt, on a été privé de notre droit de vivre jusqu'à 90 ou de vivre centenaire. Et donc, comme les sociétés vieillissantes ont plus à perdre qu'à gagner, hein, au nouveau traitement, elles sont plus précautionneuses, elles sont dans la culture de la précaution. Alors que quand on est confronté tous les jours à la mort, à des épidémies terribles, etc., ou à des maladies terribles, eh bien,
on prend moins de précautions, si je puis dire. On prend on utilise tous les moyens du bord pour essayer d'éviter le pire. Donc, c'est probablement, enfin, c'est une des explications possibles. L'autre explication, c'est celle que j'ai un peu suggérée quand je parlais à propos du confinement de triomphe de l'humanisme. C'est le fait que nous sacralisons la vie individuelle, la nôtre et celle de nos proches, hein, évidemment, et que c'est une très bonne chose. Hein. Donc, c'est que la précaution est en quelque sorte induite par l'humanisme, d'une certaine manière. Donc, est-ce qu'on peut s'en délivrer? On ne peut pas se délivrer, je pense, de cette culture de la précaution. On peut en produire la critique pour tenter d'en éviter les inconvénients, les effets indésirables. C'est un peu ma position. Mais je reconnais que ce n'est pas évident, parce qu'on ne peut pas rejeter en bloc la précaution, la culture de la précaution, et il faut éviter, si je puis dire, le précautionnisme, c'est-à-dire cette tentation pour les politiques de se réfugier derrière des principes qui leur permettraient en quelque sorte d'éviter à faire face, à gérer par eux-mêmes, si je puis dire, en se fondant sur leur propre jugement, gérer par eux-mêmes l'incertitude. Oui, c'est au fond l'ambivalence qu'il y a entre. Enfin, c'est la peur de l'avenir qui est au cœur de cette. Oui, c'est la peur de l'avenir, oui. C'est-à-dire l'idée qu'on est très ambivalent. À la fois, on est dans la culture du progrès parce qu'on continue à considérer que les produits nouveaux sont quand même meilleurs que les produits anciens. Et puis de notre côté, on est effectivement dans une perspective où on se dit on va tous dans le mur et ça va être abominable. C'est cette ambivalence qui nous plonge en fait dans un désarroi. Et comme on sait toujours, la peur, c'est pas simplement une crainte, c'est aussi une angoisse, c'est-à-dire c'est une contradiction. Et donc c'est ce caractère, on est à la fois progressiste et décliniste. Et ça suscite une angoisse profonde, je crois, dans le collectif. Alors la question de Sophie et Thierry, que je salue également. Concernant la polémique autour du docteur Raoult, chacun s'est vécu non seulement comme patient potentiel, mais aussi comme médecin imaginaire. Donc il y a le malade imaginaire et le médecin imaginaire, remettant en cause jusqu'au mode de fonctionnement réel des médecins qui respectent des recommandations de l'autorité de la santé ou de l'OMS, des extensions d'AMN. C'est quoi AMN? Autorisation de mission. D'accord, merci. Ne pensez-vous pas que ça a pu nuire gravement à la relation médecin-patient? Et donc, je joins à cette question aussi ce que j'évoquais, c'est-à-dire le conflit d'une médecine qui est prise entre le soin et la vérité. C'est voilà, le soin et la recherche. Et Raoult jouait la carte du soin contre la carte de la recherche. Oui, parce que alors c'est vrai que l'argument le plus fort des critiques de Raoult, c'est un argument que je ne connaissais pas avant de m'intéresser au sujet, qui est une question de philosophie, d'éthique médicale, si je puis dire, de philosophie appliquée, donc d'éthique médicale. C'est que l'argument qui est avancé aujourd'hui pour justifier justement les études, la recherche, plutôt que de privilégier les études sur le soin, c'est l'argument de l'équipoise. C'est un terme introduit par un éthicien canadien, l'équipoise clinique, équipoise signifiant l'équilibre des poids, donc l'incertitude scientifique liée au fait que tout le monde n'est pas d'accord, qu'il y a du pour et du contre, enfin, qu'on hésite sur ce qui est le meilleur traitement possible. Lorsque un traitement donné, on n'est pas certain qu'il est supérieur à traitement ou à un autre traitement. Et donc, dans ce cas-là, la communauté scientifique hésite, et puisqu'elle hésite, eh bien, la communauté médicale hésite aussi, et les autorités sanitaires hésitent aussi. Et donc, l'argument fort, c'est de dire, en fait, ce qui constitue la voie la plus courte et le meilleur chemin, donc la voie la plus prudente en quelque sorte, pour sauver le maximum de vies, ce n'est pas de privilégier le soin sur les études, mais au contraire de privilégier les études sur le soin, parce que ce n'est que lorsque on aura la preuve de l'innocuité d'un médicament ou de son efficacité
qu'on va pouvoir convaincre toute la communauté scientifique, mais aussi toute la communauté politique, enfin, les médecins, les patients, etc. Et on aura, en effet, on pourra instaurer ce lien de confiance qui fait que, eh bien, on n'aura pas à se soucier de savoir si notre médecin ne va pas nous empoisonner, etc. Le médecin pourra, lui, il aura confiance, il pourra administrer son traitement en toute quiétude, et les autorités sanitaires, évidemment, elles ont plus besoin de ce consensus de la communauté scientifique, puisque le politique, lui, n'est pas un expert. Eh bien, les autorités sanitaires ne peuvent prendre de décision que si elles disposent, en quelque sorte, de la validation par la communauté scientifique. Et donc, l'argument consiste à dire, puisque cette validation du traitement par la communauté scientifique est nécessaire pour sauver le maximum de vies, pour que les bonnes décisions soient prises par les autorités sanitaires, les médecins et les patients, hein, pour pouvoir généraliser le bon traitement ou proscrire le mauvais traitement, généraliser la proscription du mauvais traitement, puisque c'est nécessaire, eh bien, il faut absolument valoriser ces études cliniques qui sont seules à même de nous apporter la preuve qui va convaincre tout le monde et qui va permettre, au final, de sauver le maximum de vies. Donc ça, c'est vraiment l'argumentation forte en faveur de l'idée qu'il faut privilégier les études sur le soin, en tout cas qu'on ne peut pas sacrifier les études ou l'expérimentation au nom du soin, hein, comme le suggérait Raoult. Est-ce que tu peux répéter le terme canadien, demande Sophie? Équipoise, donc c'est équi comme équilibre, et poids comme poise, je ne sais pas pourquoi poise, mais enfin, équipoise, c'est E-U-I-P-O-I-S-E, c'est un terme barbare, un barbarisme, mais qui vise à condenser cette idée d'un équilibre des poids, un équilibre source d'incertitude. Quand on a pour le cas de la chloroquine, c'est simple, hein, on a un traitement hypothétique, mais qu'on ne sait pas si ce traitement est préférable à l'absence de traitement. Ça peut être pire, ça peut être mieux que l'absence. On ne sait pas. Hein. Il n'y a pas de consensus là-dessus. Il y a des médecins. L'intérêt, c'est que ça désigne la situation d'incertitude au niveau de l'ensemble de la communauté scientifique, dont on déduit l'obligation morale de construire le consensus scientifique. C'est l'obligation morale première. L'obligation morale première, c'est pas le soin, c'est la construction du consensus scientifique pour mettre un terme à cette incertitude au niveau de la communauté scientifique, qui est tout à fait compatible avec le fait que tel ou tel médecin, tel ou tel chercheur soit lui convaincu d'avoir le bon traitement. Mais c'est pas parce que telle ou telle équipe ou tel chercheur sont convaincus que la communauté tout entière est convaincue. Il faut les preuves. Et donc, il faut les études cliniques qui produisent des preuves. Et les autorités sanitaires, elles sont dépendantes du consensus de la communauté scientifique. Donc, elles exigent les preuves, donc elles exigent les études. Voilà. C'est du coup la réponse à Davido qui dit ce n'est pas la seule raison. Sans contrôle et sans la MM et les études, il y a le risque de voir n'importe quel médicament donné aux patients. Donc, tu as répondu à cette question, c'est ça. Et du coup, effectivement, dans l'épisode qu'il y a eu, l'enquête du Lancet a suscité, au nom du principe de précaution, la réaction d'Olivier Véran qui a interrompu toutes les recherches, alors même que cette enquête, on le sait à présent, était une enquête qui avait été, comme disait Raoult, foireuse. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que pour le coup, les deux camps étaient complètement à front renversé dans l'affaire. C'est-à-dire que les pro-Raoult disaient mais c'est pas une étude randomisée, c'est pas une étude, elle est faiblement probante parce que c'est simplement une analyse de données, etc. Et donc ils défendaient la preuve, l'étude randomisée, l'étude clinique avec contrôle, etc. comme étant la preuve ultime qu'on ne trouvait pas dans cette étude. Et en effet, Véran et donc justifiait, alors que justifiait les études, enfin, justifiait les études auparavant, il justifiait ici la suspension des études au nom du principe de précaution. C'est ce que j'ai préféré. Merci. Écoutez, je propose qu'on s'arrête pour cette séance parce que je pense que c'est 1 heure de concentration, c'est largement suffisant. Donc je vais remettre le son pour que tout le monde puisse applaudir Eric, pour qu'on entende. Ça devrait marcher. Activer les lumières. Voilà.
ça marche pas. Bon, bravo. On peut le faire aussi de manière virtuelle. Merci. Chacun peut enlever son son, peut désactiver le blocage. Désactiver son son personnel. Bon, bravo, merci. Merci. Écoutez, donc je pense que voilà, c'est bien de se tenir à 1 heure pour qu'on s'organise les agendas. Puis je pense qu'au-delà d'1 heure, la visio devient un peu merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est il y a une question qui concerne André Comte-Sponville, ce sera peut-être le mot de la fin pour Eric, mais avant de lui donner le mot de la fin, c'est envoyez-moi un petit message pour savoir ce que vous avez trouvé de bien et de pas bien dans ce qui s'est passé. Voilà, si vous avez des choses susceptibles d'améliorer en termes d'horaire, en termes de durée, voilà. Ou si il avait fini de fermer. Merci à vous. Peut-être Eric, et je vais remettre tout le monde muet, sauf toi, j'espère. Oui. Si, alors, voilà, activer. Si tu peux ouvrir ton micro, Eric, parce que j'y arrive pas. Et si tu peux donc donner un petit mot de conclusion en indiquant effectivement ce que tu penses, que tu as pensé de l'intervention d'André Comte-Sponville in fine. J'indique juste que j'enverrai effectivement pour les prochaines fois, on va déterminer avec Eric une autre séance et vous aurez l'information par les canaux habituels. Eric, tu as le mot de la fin. Oui, alors sur l'intervention d'André, j'ai un jugement nuancé, on en a un petit peu discuté l'autre jour. J'ai approuvé son intervention. Qui est intervenue, elle est intervenue au bon moment, si je puis dire. C'est-à-dire que elle était nuancée. C'est pas une position anti-confinement. C'est pas à gants de benne, si on peut dire, ni la position que défend BHL aujourd'hui. Il est intervenu après justement le propos du président ou du directeur, je sais pas, du conseil scientifique des Précis là qui suggérait de confiner les plus de 65 ans jusqu'en décembre. Là, on est vraiment dans le précautionnisme. Vu d'aujourd'hui, ça paraît complètement hallucinant. Et donc, André a éprouvé un sentiment d'indignation, si je puis dire, contre cet excès de précaution. Et il a poussé un coup de gueule, comme il dit lui-même. Donc, il y a une part d'excès dans l'indignation, forcément, contre justement ce monopole exercé par les médecins sur la décision et la parole publique. Et donc, il a mis en cause, effectivement, le sanitarisme, à mon avis, à juste titre, en tout cas dans le contexte. Alors, effectivement, certains de ces arguments étaient peut-être beaucoup plus discutables. D'ailleurs, il y a la discussion, la polémique continue. Je pense que j'écrirai un truc, enfin, je ferai une petite revue de presse sur le débat utile, parce que c'est vraiment intéressant. J'ai vu qu'il y avait Jean-Pierre Dupuis qui a produit une critique de ce qu'il disait. Donc, c'est vrai qu'il y a un point faible dans son discours, c'est-à-dire qu'il a raison de rappeler qu'on ne peut pas négliger l'économie et que la santé n'est pas tout, hein, parce que effectivement, l'économie et il a rattaché ce souci de l'économie à une sorte d'opposition qui est en effet plus discutable entre les jeunes et les vieux, hein, en disant en quelque sorte, la vie des jeunes vaut davantage que la vie des vieux. Et dans la discussion qu'on a eue, tu m'as rappelé l'argument qu'on a toujours défendu sur la question des âges de la vie, à savoir que cette opposition entre les générations n'a pas de sens parce que les âges de la vie, c'est pas les générations. Les âges de la vie, c'est les catégories qui concernent tout le monde. On est tous enfants, adolescents, adultes et vieux. Hein, donc, quand on sacrifie les vieux, si je puis dire, on se sacrifie soi-même. Et je pense au contraire, effectivement, que c'est à mettre à l'honneur de notre société le fait de, justement, de se donner pour objectif, hein, de préserver au maximum la santé des plus anciens qui sont en effet totalement inutiles du point de vue de l'économie, hein, qui sont à la charge de la société. La critique, ce qui me paraît le plus juste dans cette critique du sanitarisme, c'est plutôt, à l'inverse, ce qui a conduit à l'isolement des vieux. Quand on a confiné dans les EHPAD des gens au point de leur interdire d'aller discuter, d'aller parler à leurs voisins de chambre, etc., au nom de la précaution maximale, lorsque la préservation de la santé finit par ignorer toute autre considération, et notamment les considérations de lien, d'amour, d'amitié, etc.,
Là, on est en effet dans le sanitarisme, dans ce qu'il peut avoir de détestable. Merci. Bah, écoutez, Sophie a le mot de la fin. Vive la téléphilosophie. Merci Sophie. Merci à vous tous et toutes. Merci de m'avoir écouté. Merci. Et Merci donc, à toi, oui, Pierre-Henri, d'avoir organisé cette séance. Au niveau du timing, impeccable. Il est 10 Super heures. maître de cérémonie, et tu maîtrises la technique vraiment à la perfection. On verra. Bah, écoutez, bon petit déjeuner. La prochaine fois, on refait avec les croissants, peut-être un peu plus tard ou à un autre horaire. On testera. En tout cas, merci de votre présence et bravo à vous. Voilà, ça permet effectivement d'ouvrir, puisque je vous indique que nous avons des participants du Japon, du Canada, du Brésil. Et donc, ça permet d'ouvrir l'assistance du Collège de philosophie. Tout ça est très sympathique, de province aussi. Hein. Donc, c'est tout à fait positif. Donc, on va refaire l'expérience. On ne va pas gâcher les choses. On gardera aussi la Sorbonne. Bon, mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Portez-vous bien, merci et à très vite pour une autre séance.